Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée aux films de la licence Pokémon. Aujourd'hui, on va parler du 11e film, le second de la génération Diamant et Perle, ainsi que celui qui joue le rôle de pivot central dans cette fameuse trilogie, accompagné par le précédent nommé l'Ascension de Darkrai, ainsi que le suivant, à savoir Arceus et le Joyau de Vie. Ici, et forcément, après Dialga et Palkia et avant Arceus, c'est bien évidemment à Giratina d'avoir droit à son long métrage. Personnellement, je me souviens que lors de la première diffusion du film en France, mon meilleur ami Flav, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur quelques anciennes vidéos maintenant, me l'avait enregistré et gravé sur un DVD à l'époque, tout simplement car ce film est le premier à avoir été bataillé au niveau de ses droits de diffusion entre les chaînes de Gulli et Disney XD. Et c'est finalement ces derniers qui ont obtenu les droits de diffusion pour ce film en priorité. Sauf que vu que je n'avais pas cette chaîne mais uniquement celle de Gulli, j'avais donc demandé à mon ami s'il pouvait me rendre ce service. Le lendemain au collège, il me confia son DVD, que je possède encore d'ailleurs, et c'est comme ça que j'ai finalement découvert pour la première fois Giratina et le Gardien du Ciel. Alors bien évidemment, depuis, j'ai fini par mettre la main sur le DVD officiel du film, qui cette fois-ci cependant n'était pas à mon Super U comme d'habitude, mais à mon Leclerc. Voilà, bon, j'imagine bien que ça n'intéresse absolument personne, mais malgré tout, je serais curieux de savoir si certains d'entre vous ont parfois eu recours à ce genre de procédé comme pour ma part. Bref, je ne vous cache pas que vu l'effet que le précédent avait eu sur moi, j'étais bien évidemment plus qu'impatient à l'idée de rentrer chez moi le soir même afin de découvrir celui-ci, alors que nous ignorions complètement à cette époque qu'il s'agissait d'une suite logique. Et c'est donc de cette façon plutôt originale, dirons-nous, que j'ai découvert ce fameux film, mais ceci étant dit, penchons-nous un peu plus en détail sur ce dernier. C'est un film qui, à mon sens, marque un certain tournant dans l'écriture globale des films Pokémon, et malheureusement pas en bien. Alors attention, je tiens vraiment à le préciser d'entrée de jeu, mais ce n'est pas un film que je considère comme véritablement mauvais, contrairement à d'autres, qu'on soit bien clair là-dessus. Cependant, je pense à titre personnel que ce dernier contient malgré tout certaines lacunes plus ou moins importantes, et bien évidemment, on va y revenir. Mais pour commencer, autant s'attarder sur les quelques bonnes idées présentées dans ce film à mon sens. Des idées telles que le fameux monde inversé notamment, dans lequel toutes les altérations spatio-temporelles effectuées dans le monde réel seront absorbées. A l'inverse, toute altération dans le monde inversé impactera le monde réel de manière plus ou moins violente. Le côté intéressant dans tout cela, c'est que non seulement c'est un aspect inédit du monde que l'on découvre, mais surtout le fait que ce dernier crée un lien avec les événements du film précédent. En effet, car c'est directement le conflit entre Dialga et Palkia qui provoquera la pollution du monde inversé de Giratina, et forcément celui-ci veut leur faire payer. Encore une fois, c'est donc un schéma plutôt simple mais efficace pour créer un lien entre eux de façon légitime, et c'est selon moi une très bonne chose, en tout cas dans l'idée. Mais au niveau de la réalisation cependant, c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça. Par exemple, et si on fait bien attention, eh bien le film est mine de rien tristement vide. Ce dernier est certes rempli de très jolis décors, autant dans le monde inversé que dans le monde réel, mais au final et dans les deux cas, il n'y a et il n'y s'y passe pas grand chose. L'équipe des héros est pas mal mise en retrait au final, à tel point que Pierre est carrément resté dans le monde réel pendant toute la première partie du film, et tout ça pour faire place à Shaymin et son caractère absolument insupportable. Sachez d'ailleurs que celui-ci apporte avec lui la première utilisation de l'attaque clonage dans tout l'animé. Voilà, et c'est très certainement son seul et unique palmarès d'ailleurs. Et il en va malheureusement de même concernant Giratina. Ce dernier a beau être très impressionnant certes, mais au final il est presque assez inutile dans ce film tellement tout est centré sur Shaymin ainsi que le piètre antagoniste qu'est Zero, mais on reviendra sur ce dernier dans un tout petit instant. On peut également noter que malgré cette idée de suite, Giratina arbore un comportement bien différent de ceux de Dialga et Palkia. En effet, comme j'aime le parodier, ces derniers sont un peu comme deux frères qui se battent pour une télécommande. Dans cette optique, Giratina serait donc un peu comme leur grand frère, voulant simplement leur mettre une correction, car ces deux cons de petits frères auraient foutu le bordel dans sa chambre. Plus sérieusement, ce que j'aime dans cette idée, c'est que malgré le fait que Giratina soit certes moins représenté comme une déité d'un tout autre niveau comme les deux autres, celui-ci restera au moins lucide sur le fait qu'il veuille se venger uniquement de Dialga et Palkia, et donc il n'ira pas défouler sa colère sur n'importe qui d'autre par exemple, et il paraît donc presque plus sage, plus réfléchi pourrait-on dire, et c'est un trait qui me plaît bien personnellement. Mais cependant, et vous l'aurez compris, avec Giratina, on est clairement reparti dans cette optique des Pokémon légendaires tout gentils et assez dociles. Et je ne vais pas vous mentir, ça reste quelque chose que je trouve franchement dommage, surtout après l'excellente mise en avant qu'auront eu Dialga et Palkia à ce niveau-là, en brisant complètement cette idée lors du film précédent. Maintenant, et pour revenir sur le cas de Shaymin plus en détail, oui je ne vous cache pas que moi aussi je fais partie de ces gens qui le trouvent tout bonnement insupportable. Et non, ce n'est pas uniquement car dans sa forme céleste, ce dernier possède la voix de Max. Disons plutôt que c'est un tout. Son caractère est détestable et il est clairement fait pour, donc pour le coup c'est plus que réussi, ça on ne peut pas lui enlever. Mais ce qui me dérange surtout c'est que même lors de ses changements de forme où il gagne soudainement énormément d'assurance, je trouve qu'il en fait toujours des tonnes, et personnellement je trouve ça très dérangeant, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc oui, même dans la forme où il est censé être moins insupportable, il l'est tout autant en fait pour moi. Et désolé de le dire, mais de passer d'un côté où c'est un chieur qui ne sait absolument rien faire d'autre que de râler constamment, et de l'autre où il devient juste son extrême opposé au point de devenir carrément égocentrique, ce sont deux personnalités que je ne supporte absolument pas.
D'autant plus qu'il faut bien admettre que Shaymin ne sert absolument à rien dans ce film, hormis à faire office de présence en tant que Pokémon fabuleux à distribuer, ainsi qu'à créer des passerelles entre les deux mondes pendant la première moitié du film seulement. Bref, c'est un personnage dont je comprends parfaitement les idées rassemblées autour de ce dernier, et elles sont d'ailleurs assez louables, il faut bien l'avouer, mais malgré ça, ça ne suffit clairement pas assez pour m'attacher au personnage ou le trouver spécifiquement pertinent, malheureusement. Et enfin, le dernier point qu'il me reste à aborder, c'est l'antagoniste du film, à savoir Zero. Alors si vous voulez mon avis, ce personnage porte très bien son nom. Il aurait pu être intéressant, si seulement Gélardan n'existait pas déjà dans le film 2 Le pouvoir est en toi. Car si vous regardez bien, les deux personnages ont énormément de similitudes en commun, bien trop à mon sens pour ne pas prendre Zero comme un simple copier-coller du précédent. En effet, les deux se consacrent exclusivement à la chasse d'un Pokémon légendaire pour lequel ils sont obnubilés, à tel point que Zero porte une tenue à l'effigie de Giratina. D'ailleurs, son chara-design à l'époque me faisait étrangement penser à une publicité plus ou moins assumée pour le jeu Pokémon Battle Revolution, dans lequel la plupart des leaders des différents Colosseum possèdent justement un chara-design faisant écho à un Pokémon de la même manière. Mais au final, non, le jeu étant sorti bien avant ce film, il semblerait que ce ne soit que le fruit du hasard pour le coup. Mais pour continuer sur ce point-là, en plus de cela, Zero et Gélardan possèdent tous deux une espèce de machine volante assez imposante, qui d'ailleurs sont toutes les deux équipées d'une intelligence artificielle au passage. Et enfin, les deux reviennent sur le devant de la scène, chacun après un long temps mort dans leurs films respectifs, histoire de relancer l'intrigue sur eux. Bref, vous l'aurez compris, la liste est assez longue et c'est bien dommage, car au moins la personnalité de Zero ressort plus que celle de son prédécesseur. Et c'est grâce à ce genre de détails par exemple qu'il aurait pu briller bien plus que ce dernier, grâce à son côté plus perfide, plus déterminé, à la limite de l'extrême même. Mais au final, le coche est raté et tourne presque au ridicule par moments, ce qui fait que l'on se souviendra surtout de lui comme étant une simple et pâle copie d'un antagoniste qui était déjà lui-même assez lamentable, n'ayons pas peur des mots. Cela dit, et pour conclure, je préfère le repréciser, et ce malgré ce que mes avis peuvent laisser paraître, mais je pense très sincèrement que ce film reste globalement divertissant. Car la plupart des points que j'ai soulignés sont souvent des détails qui ne sont pas très dérangeants en soi, surtout lors des premiers visionnages du film. Cependant, il était tout de même important d'en parler selon moi. Mais passons maintenant à quelques anecdotes autour de ce film, et accrochez-vous bien car on va parler de pas mal de chiffres ici. Dans un premier temps, sachez que ce film est le second de la saga à mettre en scène des Pokémon capables de changer de forme, le premier étant bien évidemment celui de Deoxys. Cependant, et contrairement à celui de Deoxys justement, celui-ci avait déjà dévoilé les nouvelles formes de Giratina ainsi que de Shaymin en avance, ces dernières n'étant disponibles que dans la version platine qui est sortie au Japon 2 mois après ce film. Celui-ci marque également la seconde fois où un Pokémon légendaire d'un précédent film revient sur le devant de la scène. En effet, Dialga est de retour dans celui-ci comme Mew qui était de retour lors du 8ème film centré sur Lucario. Cependant, c'était un Mew sans doute différent de celui du tout premier film, contrairement à Dialga qui est bien celui ayant affronté Palkia lors du film précédent. D'ailleurs, puisque l'on parle de lui, sachez que malgré le fait qu'il n'apparaisse pas dans les films, hormis lors d'un flashback, Palkia était pourtant bien présent dans certaines affiches promotionnelles du film. Et c'est d'ailleurs la seconde fois là encore où un Pokémon est présent sur des affiches de films, mais non pas dans le film en question. Le premier étant celui de Jirachi, mettant pourtant en avant Arco, Poussifeu et Gobu, en tant que premier film de la 3ème génération, alors que seulement Poussifeu apparaît lors de ce dernier. Un autre détail plutôt amusant à noter, c'est que malgré le fait que ce film soit considéré simplement comme un film Pokémon Diamant et Perle, il faut savoir que le logo japonais comporte le katakana du mot platine, ce qui donne ainsi au final en traduction littérale Pokémon Diamant, Perle et Platine le film, Giratina et le bouquet céleste Shaymin. D'ailleurs, sachez que la sortie japonaise de ce film est rentrée dans le livre Guinness des records pour avoir le plus de tickets vendus en prévente sur un film d'animation, montant jusqu'à plus de 2 millions d'entrées au Japon donc. Cependant, ce record sera de courte durée puisqu'à peine quelques jours après, il chutait à la seconde place du box-office japonais, détrôné par un autre film d'animation, plus connu comme étant Pogno sur la falaise par chez nous. Et malgré cela, ce n'est tout de même pas commun de se dire qu'un film Pokémon, et pas l'un des premiers en plus, aura réussi un tel exploit. Ceci étant dit, attardons-nous maintenant sur certaines références puisées dans ce film. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart du temps, les films Pokémon, mais surtout leurs décors, sont inspirés du monde réel, et évidemment celui-ci ne fait pas exception. Vous aurez sans doute remarqué que beaucoup de plans dans ce film s'inspirent des paysages norvégiens, avec par exemple le Sognefjord, le second fjord le plus grand au monde, ainsi que du célèbre glacier de Jostedal, le plus grand glacier d'Europe, ou encore la ville de Geiranger, représentée ici par le petit village menacé d'être rayé de la carte par le glacier justement. Mais ce ne sont pas là les seules références tirées d'ailleurs que l'on peut retrouver dans ce film, car saviez-vous que les cris de Giratina proviennent à la base de Mothra, le célèbre kaiju des films japonais. D'ailleurs, au cas où, il faut savoir que les cris de Palkia quant à eux proviennent à la base de Boga, une créature de Star Wars, même si j'imagine que vous étiez déjà au courant de la chose.
Dernière anecdote avant de conclure cette partie, souvenez-vous du fameux duo composé d'une mère et de sa fille apparu lors du 8e film ainsi que le précédent. À ce moment-là, je vous avais dit que nous les reverrons assez régulièrement sur la plupart des films de la licence. Et bien sachez que ces dernières sont à nouveau présentes ici durant un bref instant pendant que les héros se font attaquer par Zero. Et enfin pour finir, la question habituelle, ce film est-il considéré comme étant canon? Faisant partie intégrante de cette fameuse trilogie avec le précédent ainsi que le prochain, il l'est forcément avec ces derniers, mais l'est-il pour autant avec la série malgré tout? On pourrait croire que oui, mais ça n'est pas forcément aussi simple que cela. Cependant, oui, il l'est bel et bien, car lorsque les héros rencontrent Viviane lors d'un épisode de la saison 13, intitulé Garder la forme, celle-ci est accompagnée d'un Shemin et les héros le reconnaissent directement. Et forcément, le seul qu'ils connaissaient auparavant, c'est celui de ce 11e film. Pour conclure, et selon moi, c'est un film qui entame un certain tournant après ce que j'aime appeler l'âge d'or de Pokémon au niveau de ses longs métrages notamment. Alors forcément, il est plutôt compliqué de passer après l'excellent film qu'aura été l'ascension de Darkrai, et même s'il s'agit de sa suite logique, celui-ci n'aura clairement pas autant brillé à mon sens. Cependant, le constat n'est clairement pas alarmant pour autant, loin de là même. Mais force est de constater que malgré de bonnes idées, ce film possède quelques lacunes assez dommageables, offrant ainsi un résultat global plutôt classique dirons-nous, et qui selon moi représente les prémices d'une nouvelle pente assez descendante concernant les films de la licence. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de tout cela. Je sais que Giratina est un Pokémon très adulé par les fans et peut-être même par certains d'entre vous, mais qu'en est-il de son film? Libre à vous de me faire part de vos retours sur ce dernier dans l'espace commentaire. Quant à moi et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain film qui conclura cette fameuse trilogie par-delà les limites de l'espace et du temps.